Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment très passionnant d'observer le, le démarrage d'une enquête sur un corpus aussi spécifique et disons quand même assez bien documenté. Euh, euh, la plupart des archives le sont beaucoup moins, parce qu'on se remet à l'image. Je vais y venir. Donc voilà, merci beaucoup. C'est vraiment j'ai eu une matinée formidable avec parce que ça repose exactement tous les problèmes de la photographie appliquée, les problèmes de l'autoreprésentation, etc. Voilà, et en plus, je suis très content parce que je parle sous le contrôle de Sylvain, ce qui me permet de dire des âneries, parce que voilà, il en sait bien plus long que moi sur tout ce qui relève de l'image sociale. Euh, donc voilà, tu me contrediras tout à l'heure. Tout à l'heure. Laisse-moi me tromper d'abord. Bon, alors, bien sûr, pour réagir aux présentations de ce matin, je vous présente d'avance toutes mes excuses pour le caractère un peu chaotique de ma réponse, qui est construite un peu au fur et à mesure, mais en gros, il y a deux points que je voudrais vous présenter et vous soumettre. Le premier porte sur une des questions qui est votre question de base, le problème de l'autoreprésentation. Sachant que vous ne l'avez pas développé outre mesure, mais y compris dans la façon que vous avez eu de, de poser la question, avec ensuite tout un tas de problèmes que cette position impliquait. Bien sûr que on a tous l'implicite que l'autoreprésentation est une représentation plus naturelle, innocente, autonome que l'autre. Donc une représentation plus codée, moins vraie, moins spontanée. Donc cette opposition-là, qu'il faudrait peut-être un peu aussi mettre sur le chantier, parce qu'elle fait partie, bien sûr, des questions à se poser. C'est une des grandes questions de l'histoire de la photographie qui historiquement, produit cette rupture de prétendument donner un médium à tout le monde, ou enfin à un plus grand nombre, qu'aux spécialistes de la représentation visuelle d'autrefois, peintres, dessinateurs et graveurs, des experts donc, de la représentation. Alors bien sûr, dès qu'on rentre un petit peu dans le vif des images, comme l'a très bien montré Guillaume, il n'y a que des codes, il n'y a que soit des codes de production des images, soit des codes de lecture. Et donc de deux façons différentes, évidemment, on n'a jamais affaire à des images innocentes, bien sûr, ça n'existe pas. Mais donc ça suppose effectivement d'essayer de poser un certain nombre de règles. Alors, je voudrais essayer de vous en proposer quelques-unes. La première qui tient à la situation particulière que vous examinez, c'est-à-dire le monde du travail. Et le monde du travail, donc en l'occurrence, c'est plus précisément peut-être le monde de l'entreprise, et vous l'avez dit et souligné, de la grande entreprise, d'une entreprise d'une certaine taille. Et évidemment, tout ça est intéressant. Moi, le corpus auquel me fait penser le plus vos images, c'est le corpus des photographies pas de guerre, des photographies de soldats. Et beaucoup d'images de
la guerre de 14 sont ressortis là, ces dernières années à l'occasion du centenaire. Il y a eu quelques très beaux ouvrages et albums consacrés à donc, si vous essayez de mobiliser vos souvenirs récents de ces images, vous vous rendrez compte que bien souvent, ce sont des images qui font écho à celles que nous avons vues ce matin, c'est-à-dire au fond, pas des images du travail, vous l'avez souligné, voilà, dans votre corpus, il manque des images du travail en cours, du geste, etc. Eh bien, les photos de soldats, c'est la même chose, ce sont des photos de pause, ce ne sont pas des photos de guerre, ce ne sont pas des photos de mort, ce ne sont pas des photos de blessés, ce sont en général des photos de camaraderie, le mot a été prononcé tout à l'heure, et il y a un très beau livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans sur la photo de camaraderie de la guerre de 14. Et il y a ce terme dans le titre. Et donc c'est un livre qui travaille sur les photos amateurs de la guerre de 14, donc les photos, l'autoreprésentation des soldats par eux-mêmes. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que ce sont à peu près les mêmes caractéristiques. Alors ces caractéristiques, elles nous racontent quand même énormément de choses sur la situation de la représentation à l'intérieur d'un monde qui ne l'attend pas, qui n'est pas prévu pour ça. Et donc il faut peut-être quand même partir de l'idée qu'il y a une contradiction entre l'agir et sa représentation, que la représentation de l'agir n'est pas du tout quelque chose qui va de soi, que c'est plutôt un problème, parce que tout simplement, déjà en pratique, la photographie, l'enregistrement, la représentation interrompt l'acte. Alors, soit c'est quelqu'un d'autre qui le fait, qui donc ne fait pas partie de l'entreprise, qui est un photographe commandité, et donc là on est dans une situation de témoignage, très bien. Mais si ce sont les acteurs eux-mêmes qui s'auto-photographient, soi-disant, eh bien il faut d'une façon ou d'une autre arrêter ou tricher avec le dispositif. D'où les situations de pause, effectivement, qui sont extrêmement typiques et du plus haut intérêt, puisque, bien sûr, poser, c'est faire exactement le contraire d'agir, de travailler, d'œuvrer, ou de faire la guerre. C'est le contraire de faire ce pourquoi on doit être là, ce pourquoi on est payé, dans des contextes qui sont ceux du travail. Voilà. Donc contradiction d'abord, contradiction entre l'agir et la représentation, c'est une règle très générale que nous ressentons, que chacun d'entre nous ressent, y compris quand on fait des photos de tourisme, ou vous voyez, il faut choisir au ski entre skier et faire des photos de ski. Et exactement, voilà, je voulais y venir. La GoPro est un dispositif qu'il a fallu imaginer pour faire coïncider l'agir et la représentation. C'est dire si ça ne va pas de soi. Donc si vous n'avez pas une caméra branchée en fonction vidéo automatique qui enregistre tout, et puis éventuellement après on va trier, eh bien effectivement, voilà, c'est pas prévu, ça ne fait pas partie du dispositif. Donc de toute façon, la photographie est un intrus, est un parasite, est un dérangement, est une contradiction. À partir de là, évidemment, il faut faire entrer les contraintes de ce que Bourdieu appelle le photographiable. Bon, alors ça, vous l'avez dit, mais il faut le rappeler et le souligner, parce que, tout simplement, nous avons assez volontiers l'illusion, la pratique photographique étant un loisir extrêmement, parmi les peut-être le plus répandu, c'est possible. C'est-à-dire, chacun de nous a une expérience de la photographie, donc on a aussi très facilement ce sentiment que tout est photographiable. Alors, Bourdieu nous rappelle dans un vieux livre, Un art moyen, mais dont les leçons n'ont pas tellement varié, que ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a une marge de choses qui sont photographiables, c'est-à-dire qu'il est permis de photographier, à la fois au sens de la légitimité et au sens de l'autorisation. Et si vous voulez faire l'expérience, c'est très facile. Vous sortez dans la rue avec un appareil photo et vous vous mettez à photographier les gens autour de vous, et vous allez voir tout de suite ce qui va se passer.
Ce n'est pas possible en fait. Il faut demander l'autorisation ou il faut des circonstances particulières, comme une manifestation par exemple, c'est-à-dire une opération sur la voie publique qui a été prévue pour produire des apparences qui elles-mêmes, dont on a prévu le fait de les enregistrer. Vous voyez ? Et je trouve très intéressant que ce matin, vous ne nous avez pas du tout parlé des photos de manifestation. Parce que ça, c'est aussi de l'autoreprésentation. C'est de l'autoreprésentation au carré. C'est de la des apparences plus de la représentation des apparences. Il y avait encore un truc que j'ai oublié. Oui, alors, la règle du photographiable, ou de la représentation, ça c'est absolument fondamental. Il faut inscrire ça en lettres d'or chaque fois qu'on analyse des images qui ont l'air si banales et si ordinaires et si peu informationnelles, pour faire allusion à la communication immédiatement précédente. Encore une fois, s'il y a cette contradiction entre l'agir et la représentation, alors il faut comprendre que il y a une condition de légitimité minimale pour que quelque chose soit photographié. C'est une façon compliquée de dire que ce qui est photographié a toujours, c'est l'opération de photographie qui nous le dit, c'est la prise de vue qui nous le dit, quelque chose qui est photographié a de la valeur. On ne photographie pas quelque chose d'insignifiant. Voilà, ça n'existe pas. C'est une erreur, ça. Une situation sans signification, un objet insignifiant, c'est-à-dire qui n'a pas de valeur, ne font pas l'objet d'une opération de représentation. Point. Ça, c'est la règle. Après, bien sûr, que entre 1880 et aujourd'hui, l'extension du photographiable et de ce qui peut être considéré comme ayant de la valeur, c'est énormément accru et voilà. Mais cette règle reste. Et donc c'est une règle très importante parce que ce qu'elle vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous avez une photo, vous avez un document qui vous dit que ce qui est dans l'image a eu, à un moment donné, pour celui qui a pris la photo, une valeur suffisante pour faire l'objet d'une opération de représentation. Ça, c'est une information qu'on peut dire pour toutes les photos qui sont arrivées jusqu'à nous. Et c'est bien sûr fondamental parce que ça, c'est une condition d'interprétation très importante. Alors, le point le plus important peut-être de ce que je voudrais vous expliquer, c'est que j'espère pouvoir répondre par là à la question que vous vous êtes posée à très juste titre et qui vous pose beaucoup de problèmes puisque votre question est celle de l'autoreprésentation, de la différence entre amateur et professionnel. Et Séverine nous a montré voilà, l'étendue du problème et de la contradiction avec un tableau très parlant, voilà, circulation, on se dit, mais bon, quel critère, vous nous avez dit, quel critère prendre, on ne sait pas. J'ai peut-être la réponse à votre question, sous le contrôle de Sylvain. Non, mais ça, tu me valides, c'est bien. Ça sert de paratonnerre. Oui, exactement. Alors, le photographiable change en fonction de qui prend la photo, bien sûr. Donc, effectivement, c'est quand même très important de savoir qui a pris la photo et quel est son statut. Mais, effectivement, si on en reste aux critères de la distinction professionnelle-amateur, c'est inopérant parce que ce sont juste des critères externes. Disons des critères qui posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, quoi. Professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Amateur, qu'est-ce que ça veut dire? Sans oublier le fait que amateur est devenu, dans l'histoire de la photographie, une opération de distinction manipulée par les professionnels pour regagner en dignité, redonner à leur pratique une dignité qui est parfois contestée. Donc tous les termes sont piégés. Amateur est un mot qu'il faut employer avec énormément de précaution parce que c'est un
c'est une catégorie historique et qui a en plus bougé au cours du XXe siècle. Disons qu'elle est devenue récemment, enfin non, pas récemment, non, elle est depuis le début du XXe siècle un synonyme de dilettante, et donc une qualification négative déjà de la production. Ça, il faut absolument s'enlever ça de la tête hein, quand on observe des images, quand notre travail est celui de la description, de l'observation scientifique. Il faut faire extrêmement attention à ça, parce que vous savez que à partir du moment où vous regardez une photo en vous disant c'est une photo d'amateur, vous la préjugez, vous lui appliquez tout un tas de critères négatifs sur sa qualité, sur ce qu'elle peut représenter ou pas, etc. Voilà, de la même façon qu'il ne faut pas employer le mot auteur. Auteur, c'est un terme qui veut dire, hein, en particulier, voilà, qui a été chargé du côté par la littérature et puis ensuite par le droit et la propriété intellectuelle, hein, de tout un tas de significations. En gros, l'auteur, effectivement, c'est quelqu'un qui signe une image, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a voulu faire, etc. Moi, je préfère prendre, par exemple, le terme d'opérateur, qui est neutre, et qui permet voilà, de circuler entre les différentes catégories sans préjuger du fait qu'on peut ou pas appliquer la catégorie de l'auteur, par exemple, à un photographe, à une photographie autoproduite. Je n'emploie pas non plus amateur, en principe. Donc, photographie autoproduite ou opérateur. Mais, alors, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, la bonne réponse à la question de ces statuts, compte tenu du fait que la photographie, l'opération photographique, et ce qui est visible dans une image, est extrêmement sensible aux conditions de l'enregistrement, avec une variété infinie. Hein. Voilà, par exemple... je crois que c'est cette photo-là. Ouais. Bon, disons un exemple. Hein. Ce que j'ai noté de ce que vous disiez, Fabienne, à propos de cette image, est-ce que je me suis trompé? Vous parliez d'une situation de décontraction, c'est ça? Oui, parce qu'il y en a un qui est assis. Il y en a un qui est assis. Voilà. Il a les mains sur les genoux. sur la les droite. genoux, voilà. D'autres qui sont accroupis. Il y en a qui fument. Voilà. Les mains, voilà. Et vous parliez aussi du sourire. Hein. Oui. Alors, le sourire, par exemple, le sourire est un critère photographique. Il y a une histoire du sourire. Vous savez qu'au XIXe siècle, on ne sourit pas dans les images, donc ça, c'est une convention sociale. Dans le portrait, voilà, c'est très rare d'avoir des gens qui sourient, et on ne sourit pas pour des raisons qui sont codées par la convention. Disons qu'en gros, la convention est que d'abord le portrait est réservé aux bourgeois, et dans effectivement cette catégorie de la population, on va se présenter, hein, le portrait étant voilà, une présentation valorisée de soi, on va se présenter d'une façon sérieuse et d'une façon qui prouve qu'on maîtrise son apparence. Ça, c'est le principal est de montrer qu'on dispose de cette maîtrise. Et donc la façon de montrer qu'on maîtrise, qu'on contrôle son apparence, c'est d'être sérieux, pour les hommes comme pour les femmes. Et puis quand on regarde les images, on voit quelque chose de très intéressant, qui est que les gens se mettent à sourire. Alors, quand? C'est pour ça que je vous ai posé la question de la date. Parce que donc cette information, ça c'est une information, sourire ou pas sourire, c'est une information, mais on ne va pas l'interpréter de la même façon en fonction du moment auquel la photo a été prise, parce que cette information n'a pas le même sens et la même valeur en fonction de la chronologie. Pour le dire très vite, ce qui va se passer, et ça c'est absolument passionnant, le sourire naît dans la photographie amateur. Le sourire apparaît à la fin du XIXe siècle dans la photographie autoproduite, pas dans la photographie professionnelle, qui continue à reproduire les conventions du portrait d'atelier. Donc, dans la photographie professionnelle, on fait la gueule. C'est normal.
Mais dans la photographie amateur, on se met à sourire. Et pourquoi on se met à sourire? C'est pas parce que les gens disent cheese, ça viendra après, ça viendra dans les écoles anglaises en 1910. Voilà, exactement. C'est-à-dire que les gens sourient parce que la personne qui prend la photo est un familier. C'est votre mari, votre femme, votre beau-frère, quelqu'un que vous connaissez bien et à qui vous souriez. En plus, la photo amateur à la fin du 19e, pensez aux photos de l'Artigue, c'est toujours des week-ends en famille, c'est des moments heureux, c'est des moments où tout va bien, c'est des réunions de famille. Tout le monde se voit, on est content, on sourit, et donc c'est ça que la photographie enregistre. Mais donc ce que la photographie enregistre, c'est en fait une certaine qualité d'interaction entre le photographe et le photographié. Et c'est ça ma réponse à la question de l'amateur et du professionnel. La question n'est pas seulement de savoir qui prend la photo, la question est en fait d'essayer de reconstituer l'interaction entre les différents acteurs de la prise de vue. Et je suis désolé, mais le photographié est un acteur de la prise de vue. Hein. L'archive que vous constituez, elle est faite à partir d'entretiens des auteurs des photographies. Et ça, c'est déjà formidable, parce que cette information-là, elle est essentielle. Mais vous voyez, ce qui serait encore mieux, ça serait, puisque le résultat, l'image qui résulte d'une prise de vue, est le résultat de cette interaction, et que c'est si important, c'est que selon la façon, selon le rôle qu'on attribue à la personne, là je parle en tant que photographié, voilà, selon le rôle que j'attribue à celui qui me photographie, je vais changer d'attitude, je vais changer de posture, et vous reconnaissez ces éléments de posture. Vous dites, voilà, là ils sont décontractés, ils sont un peu plus comme ça. Alors, en fait, ça c'est une indication, effectivement, non pas de mécaniquement du fait que c'est une photo amateur, mais disons d'un certain type de rôle et d'un certain type d'interaction entre le photographe et le photographié. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut absolument arriver à reconstituer, puisque cette interaction, elle joue un rôle sur l'image et que on ne va pas agir de la même façon, on ne va pas se présenter de la même façon face à un photographe professionnel, commandité par l'entreprise, qui fait du corporate et qui va vendre les images ensuite à un journal, ou à un ami qu'on connaît bien, en qui on a confiance, dont on sait qu'il ne va pas faire circuler l'image en dehors d'un petit cercle de 20 personnes. Et donc là, on peut se lâcher, et puis voilà, vous avez des exemples de ça. Je vais prendre celle-là, regardez. Celle-là, elle est très très bien, parce qu'il y a, voilà, ça c'est... Vous voyez cette ombre portée? Eh bien, ça c'est un critère. Il y a peu de critères objectifs dans l'image. Mais ça c'est une signature d'un type de photographie. Un photographe professionnel ne ferait jamais cette erreur. Il contrôle ce qu'il y a dans le cadre. Il contrôle d'ailleurs aussi les arrière-plans. Hein. Un bon signe aussi d'une photographie non professionnelle, c'est des perturbations dans l'arrière-plan. Mais si vous avez une ombre portée, ce n'est pas un photographe professionnel qui a pris la photo. Ou peut-être qu'il est photographe professionnel, mais qu'en tout cas là, il est en situation, il est copain, il est pote avec celui qui a pris la photo et pote avec les photographiés. Et ça, voilà, cette relation agit sur des deux côtés de l'appareil. Donc voilà, ça c'est un outil, je dirais, c'est un outil d'interprétation qui va effectivement nous permettre d'avancer beaucoup dans ce qu'on peut faire dire à un document photographique. Alors le deuxième point, il porte donc effectivement sur la question de l'interprétation. Qui est... alors vous avez fait courageusement des essais d'interprétation, vous avez été plusieurs à nous proposer des lectures. Et alors ça aussi pour moi c'est très passionnant parce que moi je ne le fais plus, hein, évidemment. J'ai arrêté. Je l'ai fait aussi. Mais voilà, ce qui pose un énorme problème hein, dans cet exercice, c'est que d'abord c'est qu'on croit légitime de le faire parce que la photographie est un type de document qui nous donne cette impression
qui nous communique ce que Barthes appelle un effet de réel. Donc c'est tellement vrai, c'est tellement là, ça existe tellement que bien sûr on plonge sauf quand on s'appelle Guillaume Hertot, qui a résisté héroïquement à la tentation, mais voilà, bien sûr que sinon on fait tout ça, on voit une image et on y va, on se dit je vois ça. Alors quand on se dit je vois ça, qu'est-ce qu'on fait? Et notre problème, ça c'est vraiment, je dis, voilà, c'est le problème de la recherche, c'est le problème de l'absence d'une science, pas seulement des images, mais de la culture visuelle, et je pourrais dire de façon plus précise de la culture des apparences dans l'académie, à part un peu en psychologie et un tout petit peu en communication, mais vraiment pas assez, quoi. C'est-à-dire un savoir qui documente le fait qu'on a un équipement fantastique pour interpréter, pas des images, mais du visuel, de l'information visuelle. Le costume, la posture, la couleur des cheveux, monsieur, j'en déduis un certain âge, de même que les miens, vous pouvez, etc. Vous voyez, bon, toutes les informations qu'on interprète sans y penser, quand on voit quelqu'un, quand on est en face d'une situation, quelle qu'elle soit, cet équipement-là. Alors, dites-vous bien, on l'apprend depuis qu'on est bébé. On a un équipement absolument fabuleux en quelque chose qui sont donc des outils d'interprétation des apparences. Appelons ça des apparences pour distinguer avec l'image. Ça fait deux niveaux. Il y a toujours, donc si vous voulez, dans une photo, il y a le niveau des apparences, donc les costumes, les postures, les caractères faciaux, enfin bref, voilà, tout. Comme si on était face à ces gens-là. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est le niveau iconographique. Niveau iconographique, par exemple, ça vous donne la chose suivante, c'est que si vous voulez représenter tous ces gens-là sur une seule image, il faut un dispositif très artificiel, c'est-à-dire qu'on va les étager. On les étage, on les fait se tenir tous de la même façon, et on dit, voilà, je prends la photo, souriez, photographie de mariage, photographie de communion, avez-vous dit, ça c'est une tradition qui vient de la peinture, c'est la peinture qui commence à faire ces représentations, ces portraits pluriels au XIXe siècle. Donc ça c'est une situation extrêmement artificielle qu'il faut construire pour l'image, en gros pour que ça rentre, quoi. Donc voilà, on a toujours ces deux couches. Il y a aussi des apparences, vous avez parlé des costumes, des blouses, etc. Donc ça, c'est le niveau des apparences. Et puis, par-dessus, on a un niveau iconographique, et ça fait deux registres de code superposés. C'est vous dire si l'affaire n'est pas réglée. Mais donc, notre problème face à l'image, c'est notre énorme culture des apparences. C'est-à-dire le fait que nous avons une série de quoi moi, j'appellerais ça des stéréotypes visuels, des schémas visuels qui font qu'on interprète voilà, tout un tas de choses sur l'âge, le genre, l'activité, le niveau social, etc. etc. Des gens, des choses, des voitures, et de tout ce que vous voulez au quotidien. Et cet appareillage-là, c'est cet appareillage-là que nous appliquons aux images, en croyant qu'on lit les images. En fait, on lit les apparences. Et bien sûr que, Guillaume l'a très bien expliqué, quand on est face à une image et qu'on est dépourvu d'informations, on va en fait projeter notre appareil de stéréotype sur l'image. Voilà, c'est ça l'interprétation des photographies la plupart du temps. Autrement dit, quand une photo n'est pas documentée. Quand une photo est documentée, là, on fait autre chose. On va travailler sur l'information, donc en particulier l'information des entretiens, et là, on reconstitue quelque chose d'une vérité historique du document. Mais quand on n'a pas, là je reprends absolument les termes de Guillaume, quand on n'a pas cette information, alors il se passe quelque chose d'extrêmement dangereux, qui est qu'on projette dans l'image un savoir préalable, des préjugés. Ah oui, mais toujours, c'est là. Je vais me permettre soit vous savez quelque chose sur cette image. C'est ce que je voulais vous dire, ça je le sais. C'est- Voilà,
Ok, voilà, alors tout va bien. on a des informations. Si vous savez qui... Voilà, voilà. c'est ça, oui. C'est pas tout à fait ce que vous aviez dit, en tout cas. De plus, ça croise aussi d'autres corpus photographiques qui ne sont pas nécessairement au CHT, mais où justement ça faisait partie aussi, alors là je vous rejoins complètement, l'idée de représenter justement le duo qui est le duo qui fait fonctionner la machine à Mais alors, est-ce que le duo, c'est un stéréotype, et en l'occurrence, le cas échéant, un stéréotype de cet univers de travail, ou est-ce que c'est une information? D'accord. Donc vous aviez dit, je l'ai noté, hein, vous avez dit, on a essayé d'interpréter un petit peu. Oui. On a affaire à un mécanicien et au chauffeur. Non, Bon, vous voyez ce que je veux dire? Je ne critique pas votre interprétation, je ne me permettrai pas. Mais je vous explique ce qui se passe face à une image où on n'a pas d'information. Et à la fois, très naturellement, on va projeter tous les éléments de savoir dont on dispose, mais qui n'ont peut-être rien à voir avec la situation enregistrée. Mais le plus important, ce n'est pas cette première opération, c'est que cette projection va être naturalisée par la photographie. C'est-à-dire que quand on est face à ce type d'image qui nous dit « je suis le réel, je suis un document, je suis vrai, je suis authentique », notre projection est légitimée par cette authenticité prétendue de la photographie. Et donc, c'est ce qui arrive tout le temps dans la photographie de presse. Quand on regarde les journaux, voilà, on applique ça, on projette des stéréotypes, et on pense ensuite que c'est dans l'image. Là, j'ai tenté de formuler une règle pour nous prévenir, et je dis là, nous, en tant qu'historiens des images, donc voilà, quand il s'agit d'essayer de tirer de l'information d'une image, quand on veut tirer une information de l'image, il ne faut pas la porter soi-même. Voilà. Donc la règle, c'est que l'interprétation de l'image, c'est la fabrication d'une signification qui se fait du point de vue du spectateur, c'est-à-dire à partir du hic et nunc, de l'ici et maintenant du spectateur. Et cet ici et maintenant, c'est-à-dire les questions que vous posez, par exemple, aux images du travail, dans les cadres de votre observation, qui est totalement décontextualisée par rapport à la plupart des conditions qui ont présidé à la prise de vue, et qui sont, entendez-moi bien, pas illégitimes, il n'y a aucune interprétation n'est illégitime. Toutes les interprétations sont légitimes, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectivité d'un sens de l'image. Chacun va apporter son manger et va voir ce qu'il veut, hein, si vous voulez me pousser à la caricature. Hein. Mais ça revient à ça. Et donc là, le problème qui se pose, c'est la confrontation et la contradiction entre le hic et nunc de l'image. Vous vous souvenez, Roland Barthes qui nous dit « je ne peux pas nier que la chose a été là, le ça a été ». Voilà, toute image nous présente un ici et maintenant. Et voilà, cet ici et maintenant, là, vient se cogner à notre ici et maintenant de chacun ici qui voit pas forcément la même chose en fonction de notre expérience, de notre culture visuelle, de notre rapport à cette situation, etc. etc. Nous voyons ici peut-être autant de choses différentes qu'il y a de spectateurs. Et voilà, c'est l'ici et maintenant de chacun qui reconstruit une signification, et c'est quelque chose qui est donc plutôt un problème et quelque chose dont il faut se méfier. Bon, voilà, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il faut abandonner toute lecture d'images? Bien sûr que non. On peut essayer de se concentrer sur, disons, des phénomènes objectivables. Alors, les phénomènes objectivables sont, par exemple, de l'ordre de ceux que je vous ai montrés, c'est-à-dire qui tiennent effectivement à la fabrication de l'image. Ça, c'est un phénomène objectif pour moi. Encore une fois, en contexte, à une date, à un moment et en un lieu précis, compte tenu d'éléments comparables, etc., etc., on peut déduire de cette information qu'il s'agit d'un certain type de photographie, d'un certain type d'interrelation entre les acteurs. Et ça, c'est voilà. Donc les informations, l'archéologie de la prise de vue, c'est pour ça qu'il est si important d'essayer d'en reconstituer autant que possible les éléments. Et on peut donc déduire d'informations dans l'image
certaines informations de prise de vue et ensuite, le cas échéant, voilà, faire des hypothèses. Vous voyez le sourire entre 1930 et 1940, le sourire dans une photographie vous donne une information sur, disons, le type de relation qu'il y a entre le photographe et le photographié. Ça, c'est un phénomène objectif. Et l'autre type d'objectivité sur lequel on peut s'appuyer, et ça, c'est moi quelque chose que je fais beaucoup maintenant depuis l'apparition des réseaux sociaux, c'est de travailler non pas sur les images, mais sur des lectures d'images. Et une lecture d'image, c'est de nouveau quelque chose d'objectif. Une image, c'est pas objectif, on peut la lire de beaucoup de façons, mais une lecture d'image, ça, c'est un phénomène sur lequel je peux m'appuyer. Et s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux, on peut les comparer, etc. Donc voilà, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Twitter ou sur Facebook, qui sont des réactions, des commentaires, éventuellement des commentaires en images. On voit beaucoup aujourd'hui, à travers les mèmes ou à travers différentes formes de composition, de comparaison d'images, etc. Tout ça, c'est en fait des exercices de lecture où les gens nous disent « voilà ce que je vois ». Et le cas échéant, voilà comment je le légitime. Alors ça, voilà, ça c'est un butin pour nous. Ça, c'est vraiment des choses à collectionner et qui sont des outils objectifs pour restituer une densité au travail d'interprétation. Voilà, je vais m'arrêter.